du magie de la découverte. On sent bien que ça doit être... Oui, mais on découvre très souvent. C'est ce qui nous encourage aussi. Hein. Mais je vais vous donner un exemple par rapport aux épaves, parce que c'est vrai que donc, ce qui nous a amené un petit peu à nous intéresser aux fouilles sous-marines, c'est donc les transports, bien sûr, qui étaient faits dans l'Antiquité. Et bon, pour l'anecdote, récemment, on a retrouvé du vin égyptien, du vin dans des caves en Égypte, qui provenait d'Italie et qui provenait de la Gaule, ce qui est quand même très très étonnant. Pour l'époque alexandrine, ça ne l'est pas, c'est l'époque de Cléopâtre. Donc on peut imaginer que Cléopâtre buvait du vin gaulois et qu'apparemment elle l'appréciait. Bon, et donc après, donc ces amphores, on suit leur acheminement. Alors on sait où la Gaule vendait, où Marseille par exemple vendait son vin, que ce soit en Italie, que ce soit en Égypte, que ce soit à Chypre, puisqu'on a retrouvé effectivement dans ces transports, dans ces moyens de transport, des amphores qui quelquefois étaient encore bouchés, et avec le nom du propriétaire, la provenance et tout. Donc c'est exactement comme la mise en bouteille aujourd'hui, on procédait de la même façon. Mais moi, ce que je me dis, quand ça vous est arrivé, vous trouvez quelque chose que vous cherchez depuis un moment, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ben, écoutez, moi je vais vous dire, je suis beaucoup plus impressionnée. Par exemple, je trouverais le trésor de Toutankhamon, enfin l'équivalent du trésor de Toutankhamon, je serais sans doute moins impressionnée que par la découverte d'inscriptions, que je trouve et qui me permet d'avancer dans l'histoire. Très souvent, je suis beaucoup plus intéressée par ça. Si vous voulez, quand j'ai reconstitué la vie de Toutankhamon, d'Aï ou bien d'Hatchepsout, bon, il est évident qu'on ne savait pas grand-chose sur les personnages. On connaît leur nom, on ne connaît pas leur vie. Et là, c'est un puzzle, c'est une enquête policière, comme vous le disiez, qui se met en place. Et quand on trouve un élément, on est content. Ce n'est pas forcément un bel objet, c'est une inscription, quelquefois. Alors, on va faire un petit détour par une exposition à laquelle vous avez participé, qui permet justement à beaucoup de Français de mieux comprendre ces pharaons. L'exposition s'appelle Pharaon, c'est à l'Institut du monde arabe jusqu'au 10 avril 2005. Et ce qui est bien, j'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi découvrir la facette du quotidien de ces pharaons. C'était pas seulement oui, des rois. alors, vous savez, quand vous allez en Égypte, il y a les tombes de pharaons. Et là, on ne voit sur les murs que des divinités et la famille de pharaons. Et puis, il y a des tombes de nobles où là, on découvre la vie quotidienne des gens de cette époque-là. Et il se trouve que la vie des pharaons est mal connue. D'où, effectivement, la difficulté que j'ai aussi pour faire mes recherches. Et donc, c'est très bien qu'il y ait une exposition qui essaye de retracer justement et de donner vie, la vie des pharaons et de redonner vie aux pharaons. Ça, c'est très important. Alors, où j'ai participé, simplement une petite parenthèse, c'est que c'est très très compliqué de faire sortir des pièces du Caire pour les acheminer dans une exposition étrangère. Alors, c'est vrai que là, on voit cette exposition, elle permet de vulgariser. Vous, enfin, vulgariser, j'aime pas ce terme, mais en même temps, c'est ça, c'est aussi ce que vous faites, c'est-à-dire essayer de rendre accessible. Rendre accessible. Est-ce que ça, dans le milieu où vous êtes, même je sais que vous êtes une chercheuse indépendante, est-ce que c'est finalement assez mal vu? Est-ce qu'on peut vous le reprocher, ça? Écoutez, heureusement, vous avez touché un point sensible. Heureusement que je suis universitaire et effectivement que je n'ai plus rien à prouver aujourd'hui, mais c'est vrai que si on vulgarise tout de suite et qu'on rentre comme ça dans la vulgarisation sans avoir fait de travaux scientifiques, ça peut être effectivement mal interprété, tout à fait, et mal vu. Oui. Et je trouve qu'on a l'impression que les Français sont quand même fascinés par, je ne sais pas, peut-être dans les autres pays aussi, les Anglais et les Espagnols, mais que les Français, il y a un vrai engouement. Oui, c'est général, c'est mondial, c'est un engouement qui est mondial, qui s'explique très probablement, vous savez, depuis l'époque de César. César était amoureux de Cléopâtre et de l'Égypte. Hein. Et bon, il y avait un goût pour l'exotisme, un goût pour les parfums, un goût pour l'Orient, de toute façon, c'est évident. Mais en plus, il y a quelque chose qui attire en Égypte, c'est le mysticisme, c'est le côté mystique. C'est-à-dire que nous dit un Égyptien, je ne meurs pas, je continue ma vie après ma mort pour l'éternité. C'est un message qu'on reçoit 5 sur 5. Hein. On voudrait tous continuer notre vie dans l'éternité. Voilà, je crois que c'est lié aussi beaucoup à ça. Est-ce que c'est aussi pour ça, cette envie de transmettre au plus grand nombre, que vous avez choisi souvent une forme romanesque, enfin pour parler de ces... Oui, je suis contente que vous abordiez le sujet parce qu'effectivement, il y a d'une part une recherche très scientifique, un petit peu rude comme ça sur le terrain. Il y a après des articles dans des revues spécialisées, des congrès d'archéologie où on s'exprime sur nos découvertes. Et puis il y a, moi, ma volonté, et pas seulement pour l'Égypte, pour toute l'Antiquité, la Grèce et Rome, et d'élargir ça au plus grand nombre et de le faire découvrir par le plus grand nombre.
Ça peut être par des livres, ça peut être par des émissions de radio, voire des chroniques à la télévision, comme je faisais On n'a rien inventé sur France 2, pour montrer justement que eh bien, la moindre petite chose de la vie courante existait déjà autrefois. Est-ce que tu es touche à tout? Vous faites beaucoup de choses, vous écrivez des livres de vulgarisation qui en plus se vendent bien. Est-ce que ça, dans ce milieu qui est en plus très masculin, enfin je le suppose, assez masculin oui, quand même, quand même. est-ce que ça aussi c'est un peu détonnant? Oui, c'est un peu détonnant, mais alors je ne sais pas si ça aide ou pas. Pour ma part, en ce qui concerne l'Égypte, je pense que ça m'a peut-être aidé. Je vais vous donner simplement une toute petite anecdote. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Hatshepsut, j'ai débarqué au temple d'Hatshepsut, qui est le plus beau temple de Luxor que tout le monde connaît, enfin les touristes qui y vont visitent. Et dès le matin, alors que c'était en cours de fouille et interdit au public, je suis montée, j'ai commencé à travailler. Enfin, ça a fait un véritable scandale, autant vous dire les choses comme elles sont. C'est remonté jusqu'au président, quand même, bon. Et il se trouve que j'avais quelqu'un d'autre qui a fait la même chose avec moi, qui était un homme. Eh bien, vous le croirez ou non, lui a toujours été très mal vu par la suite, alors que moi, on m'ouvre les bras. Oui. Comme quoi, vous voyez, on ne reçoit pas les choses de la même manière selon qu'on soit un homme ou une femme, finalement. C'est pour ça que là-bas, on vous appelle la pharaone, je ne sais pas, non? Je crois qu'il m'aime beaucoup. Je crois qu'il m'aime beaucoup. Et c'est parce que j'ai travaillé sur Hatshepsut que j'ai appelé la pharaone. C'est la seule vraie femme pharaon de l'Égypte qu'on appelle la pharaone. C'est par association, en fait. Alors, on va revenir un peu j'allais dire en France. On est parti par votre intermédiaire en Égypte, mais on va y rester quand même pour parler à la fois de Rueil-Malmaison, que vous connaissez bien, parce que vous y avez grandi et que vous y vivez toujours, et que là-bas, il y a des vignes. Oui. Et c'est vrai que c'est une tradition, je crois, qui était un peu tombée en désuétude, l'exploitation de ces vignes, qui a été remise au goût du jour par la confrérie du Clos de Buzenval. Et c'est vrai que cette renaissance coïncide, et vous allez me le confirmer, avec la découverte d'amphores de vin dans un tombeau égyptien, du vin provenant de Buzenval et du Mont Valérien, c'est ça. Et c'est ce qu'on découvre tout de suite dans ce reportage. Nous sommes rue Cuvier, dans le quartier de Buzenval, à Rueil-Malmaison, sur les coteaux du Mont Valérien. Quelques heures avant de vendanger ce petit lopin de vigne, les très honorables membres de la confrérie du Clos de Buzenval viennent goûter le raisin normal. Tu as vu un peu comme elle est chargée là? Regarde un peu. Si toute la vigne est comme ça, on va avoir une super récolte. Une bonne récolte en quantité, oui, regarde un peu. Vraisemblablement. Regarde un peu cette grappe. En qualité. Ah oui, oui. Goûte un peu là. Oh, mais... Je me fais pas de soucis là. Hein. Fin du XVIIIe siècle, on pouvait noter sur Rueil 200 hectares de vignes. C'était la culture la plus importante de la ville. Et on a donc relancé, par l'intermédiaire d'une association, à l'époque qui s'appelait, et qui s'appelle toujours la République de Buzenval, un petit peu un clin d'œil avec la République de Montmartre à Paris, nous avons donc relancé la plantation de vignes sur ce terrain que la ville a racheté. Tiens, goûtez. Mais ce qu'ignore probablement cette confrérie, c'est ce véritable petit scoop. On vient en effet de retrouver, dans le tombeau de Sénéfer, un Égyptien célèbre, des amphores de grands vins vendangés au 1er siècle de notre ère et qui venaient d'ici. Ainsi, ce petit vin folklorique de Rueil-Malmaison fut jadis une star mondiale, un nectar plus célèbre que les Pétrus, les châteaux Latour et autres Romanée Conti. Le vin de Cléopâtre et qui sait celui de Jules César. Alors, total respect, s'il vous plaît, pour les coteaux du Mont Valérien. Oui, beaucoup de respect. Je crois que vous les connaissez bien. Oui, oui. Ils m'ont nommé marraine cette année. Alors, je suis devenue chevalier des Clos de Buzenval. Mais il faut savoir que le vin de Suresnes était très aimé, hein, des Romains même déjà. Alors, Suresnes, c'est à côté de Rueil-Malmaison, mais c'était à peu près les mêmes genres de vins qu'on faisait. Et oui, j'ai découvert ça, mais je savais évidemment que toute l'île de France était couverte de vignes. Hein. Alors, il faut savoir que parallèlement, si les vignes ont disparu pas mal en île de France, elles ont disparu aussi à Luxor. Oui. Parce qu'on parlait de la tombe de Sénéfer, qui, quand vous rentrez dans la tombe, effectivement, tous les plafonds sont décorés de vignes, de dessins de vignes. Donc, on imagine qu'à Luxor, il y avait beaucoup de vignes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Et puis, en Égypte, il y a un petit vin dans le delta. Enfin, il y a quelques vins dans le delta. Alors, pour nous, qui apprécions quand même beaucoup le vin, hein, je vais vous dire, c'est pas quand même ça n'a rien à voir. Ce qu'il y a de meilleur. Alors, justement, on parle de gastronomie.
j'allais dire l'alimentation à l'époque des pharaons, c'était très raffiné, c'était... Alors, c'était moins raffiné qu'à la table romaine, mais ils connaissaient quand même énormément de choses. Là, il faudrait une conférence de 4 heures pour vous dire tout ce qu'ils connaissaient. Mais ils mangeaient à peu près la même chose que nous. Bon, la seule chose, c'est qu'ils connaissaient par exemple pas les poules, le porc, les choses comme ça. Mais sinon, ils mangeaient quasiment, ils mangeaient de la viande, ils mangeaient des légumes, des fruits. Quelquefois, ils les faisaient venir de l'actuelle Syrie quand ils n'en avaient pas. Mais il y avait quelque chose surtout de très intéressant, c'est qu'ils étaient très curieux. Et donc, tout ce qu'ils arrivaient à trouver ailleurs, eh bien, ils essayaient de le faire venir chez eux. Voilà. C'est comme ça que oui, on a des vins qui arrivent. Oui, moi, je trouve ça fabuleux quand même, que des petits vins de Rueil-Malmaison puis se retrouver en Égypte, c'est un côté magique. En Égypte, en Italie, en Grèce, on en trouve. Oui. On croit qu'on est fasciné par notre époque où tout bouge, mais on n'a rien inventé. Enfin, non, et je vous assure qu'on a retrouvé, je crois, la plus grande cave que l'on ait retrouvée se trouve à Rome. Il y avait des centaines de bouteilles. Il y a du vin de Suresnes, il y a du vin d'Île-de-France. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur les amphores, il y avait des sortes de notes. Donc on savait que le propriétaire du vin, il réservait certaines bouteilles pour ses amis les plus chers, d'autres pour les amis qu'il aimait pas trop, c'était la piquette, et puis pour lui, il se réservait le super du super, quoi. Voilà. Donc, et le vin de Suresnes faisait partie vraiment du très bon vin. Alors pour terminer, parce que ça passe à une vitesse folle avec vous, hein, vraiment il y aurait trop de choses à dire. On va partir au Jet en Haute-Savoie, c'est une station que vous connaissez. Ah, oui. Et puis c'est aussi l'occasion de parler d'une autre de vos grandes passions qui est la musique. Oui. Parce que la station possède des pistes mais aussi un musée des musiques mécaniques. Reportage Isabelle Colbrand, Jean-Pierre Rivet. Le musée des musiques mécaniques. 400 pièces, presque toutes en état de marche, un tiers fabriqué à l'unité, un véritable trésor amoureusement préservé, restauré, sauvegardé par un passionné. C'est une action qui a démarré en 1982. Alors on a bénéficié bien sûr de dons, il y a eu des achats, on a participé à des ventes aux enchères. Puis aujourd'hui le musée avec ses 40 000 visiteurs en moyenne par an, ça lui constitue un véritable réseau de personnes qui dès qu'ils voient quelque chose nous informent. Et aujourd'hui on est arrivé à cette collection qui est certainement la plus belle en Europe. Visite guidée pour mieux comprendre l'évolution de cette musique, une histoire passionnante faite de créateurs de génie qui ont multiplié les astuces pour rendre attractive une musique sans musicien. Les instruments semblent donc avoir une vie totalement autonome. La magie peut alors s'installer, le spectateur s'émerveiller. C'est magnifique, c'est ma femme qui m'a fait arrêter, alors on est en quart. Je suis de la région de la Moselle. Alors, comme on a été faire la marche, on s'est arrêté ici, on dit on fait ça ou ça. Je dis on va visiter, et ça m'a épaté. C'est étonnant de trouver ça dans une station de ski. Et puis, ce qui est vraiment étonnant, c'est la diversité des instruments, le nombre aussi. Alors qu'on ne s'y trompe pas, ce musée n'est pas figé, il continue d'évoluer. Il va même s'agrandir cette année, avec de nouvelles mélodies à proposer, beaucoup plus contemporaine. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à trouver ça forcément dans une station de ski, donc c'est au Jet en Haute-Savoie. Et en plus très célèbre, très renommé. Oui. Alors c'est vrai que là on parle d'instruments de musique sans musicien, vous c'est le contraire, vous faites du piano et vous êtes bien derrière votre piano. Oui, jusqu'à présent, oui. C'est vrai que ça c'est l'autre grande passion avec peut-être l'écriture et oui, les recherches. C'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai eu du mal à choisir en fait entre... enfin ça s'est fait tout seul, mais à un moment donné c'était très difficile de concilier les deux, la musique et l'écriture. Bon, c'est surtout oui, alors j'ai 3 passions en fait. L'écriture, la musique et l'Antiquité. Alors c'est vrai que l'écriture me permet d'allier également mes recherches sur le monde antique. Bon, alors restait la musique et qui demande aussi quand même pas mal de temps. Oui, ça vous en doutez. Oui, j'ai donné pas mal. Non, je donnais beaucoup de concerts que j'ai réduits considérablement. Donc, mais enfin, bon, j'ai aussi sorti des disques de Debussy, Chopin, Liszt,
texte, etc. Et quelquefois en associant la musique aussi et la poésie. Bon, j'ai fait par exemple un disque avec Dominique Paturel que vous connaissez peut-être, qui est donc un comédien. Et voilà, donc effectivement, ça a été très difficile de choisir. Je n'ai pas choisi, d'ailleurs, je continue la musique, mais en réduisant quand même les concerts. Bon. Oui. Vous avez quand même des passions, beaucoup de passions dévorantes. J'allais dire presque c'est vrai qu'elles sont dévorantes sur votre temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie un peu de souffler par rapport à tout ça Le problème, c'est que j'ai pas envie parce que justement, c'est des passions et qu'on n'a pas envie de les laisser. Mais d'un autre côté, à un moment donné, c'est vrai qu'on s'interroge. Enfin, on s'interroge, on réfléchit un petit peu sur sa vie. Et tout en conservant tout ça, je vais peut-être essayer de le faire peut-être plus lentement pour avoir plus de vie personnelle. Parce que heureusement que j'ai un mari conciliant. Je vous le dis très franchement. Merci au mari. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Enfin, vous avez encore du pain sur la planche parce que je rappelle que votre dernier ouvrage, donc Haï le pharaon, paru chez Michel Lafon, c'est que le tome 1 et que derrière il y en a encore oui, beaucoup. Il en arrive 2 et puis après je continue surtout ma saga égyptienne en 27 volumes, donc j'en ai écrit un peu plus de la moitié. Il me reste encore du travail. Et les 2 prochains sont écrits. Donc le tome 2 et 3 sont écrits, donc ils sortent en mars et en mai. Oui. J'imagine qu'on doit s'attacher à ces personnages, même si c'est des personnages loin qui sont morts, il y a un vrai attachement. Oui, au point qu'au début, quand j'ai commencé, je n'écrivais qu'un livre, j'allais dire comme tout le monde, et puis j'en ai écrit 2, 3, 4, et là, au bout de 27 volumes, je ne sais même pas ce que je vais devenir si je laisse mes personnages. Je vais être endeuillée, perdue. Parce qu'ils vivent avec moi depuis très longtemps, oui. Ils vivent aussi, je pense, avec les lecteurs qui sont nombreux, puisque apparemment Michel Lafon, l'éditeur, vous fait confiance pour sortir ces séries. Et ça permet aussi mes droits d'auteur de continuer à financer la recherche. Et ça, c'est important. Oui. Violaine von Oeillecq, il faut s'arrêter, et je suis vraiment déçue parce qu'on sent qu'avec vous, on pourrait comme ça parler des heures et des heures. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Je remercie aussi les téléspectateurs d'être restés pour cette émission de Tandem. À très bientôt. Merci Violaine. Merci à vous. Au revoir. Don't